Bienvenue sur ce plateau de notre discussion ce soir en direct du FIFDH où j'ai la chance et le plaisir de pouvoir discuter avec la professeure Isabelle Collet qui est professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève et qui travaille sur les questions du genre et du numérique et Rachid Zerouki, plus connu sous le pseudonyme de Rachid Linstit, qui est professeur des écoles à Marseille et qui a accumulé une expérience sur la question notamment de cette fracture numérique dont nous allons discuter ensemble ce soir et à laquelle vous allez pouvoir réagir aussi, même si nous ne sommes pas présents physiquement, nous sommes présents avec l'intellect et le cœur. Alors voilà, la discussion ce soir va porter sur la question de l'illettrisme numérique, une atteinte aux droits humains. Et pour ça, donc, il faudrait regarder le film Digital Divide in America, qui traite justement de ces questions, donc de la fracture numérique. Alors, Isabelle Collet, est-ce que vous avez déjà peut-être une première réaction par rapport à ce film et ce qui vous a inspiré? Alors, ce film montre comment certaines écoles aux États-Unis sont totalement dépourvues de la moindre connexion Internet, du moindre ordinateur et comment les élèves travaillent sur papier crayon. Et d'autre part, comment juste à côté, il y a tout, il y a des Fab Labs, il y a des imprimantes 3D, il y a Internet à haut débit, il y a des robots. Bon, ce que ce film montre d'abord, c'est une fracture sociale qui se traduit sous la forme d'une fracture numérique, mais c'est d'abord une fracture sociale. L'argument du film est un peu de dire, en réduisant la fracture numérique, on va réduire la fracture sociale. Bon, si c'était si simple, on s'y mettrait tout de suite et puis on réglerait le problème des classes sociales, ce serait super. Bon, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. On peut faire de la très bonne éducation au papier-crayon. D'ailleurs, actuellement, il y a des classes où on apprend le numérique débranché, c'est-à-dire on commence par apprendre à programmer papier-crayon, justement pour montrer aux élèves que c'est un mode de raisonnement avant d'être un clavier, un écran. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce film, en tout cas pour moi qui suis en sciences de l'éducation, c'est qu'il met au moins en évidence une chose, c'est qu'il ne suffit pas de balancer du numérique sur les élèves pour que le numérique soit auto-apprenant. C'est-à-dire sans formation sérieuse des enseignants et des enseignantes en amont, on a juste gaspillé de l'argent et malheureusement, c'est souvent la formation des enseignants et des enseignantes, le parent pauvre des programmes numériques. Alors c'est facile de donner des tablettes ou des ordinateurs, voire des connexions haut débit, ça c'est un peu plus compliqué. Former les enseignants et les enseignantes à enseigner avec le numérique et que ce numérique apporte un plus qu'on ne faisait pas à papier-crayon, ça c'est souvent ce qui est un peu laissé dans l'ombre et qui permet de réduire une fracture, qu'elle soit sociale ou numérique pour le coup. Tout à fait. C'est vrai que dans le film, il y a en fait trois éléments qui sont mis en avant de manière successive. C'est l'accès d'abord aux outils, voilà, aux ordinateurs, aux tablettes, etc. Ensuite, l'accès à un réseau qui soit fonctionnel, suffisamment rapide pour pouvoir travailler. Et effectivement, cette question finalement pédagogique est quand même un petit peu au cœur parce que c'est vrai que on trouve déjà souvent que les enfants ont beaucoup d'écrans, qu'ils utilisent beaucoup d'écrans. Donc du coup, en quoi et comment justement le fait d'être bien équipé, est-ce que ça peut changer des destins scolaires? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Rachid? Ben moi, effectivement, ce qu'on constate dans ce film, d'abord, il dresse, vous savez, moi je suis enseignant, je pratique l'évaluation positive et j'aimerais la pratiquer avec ce film et donc commencer par dire ce qui est bien, ce qui marche. Et parmi les points positifs, c'est qu'il dresse un constat qui est celui des inégalités en matière d'équipement informatique. C'est vrai que voilà, il n'y a pas énormément de documentaires qui parlent de la fracture numérique. Celui-ci a le mérite de le faire. J'ai aimé aussi qu'on parte des inégalités sociales, parce Mm. qu'on parle d'un établissement qui est plutôt défavorisé. Donc c'est quand même bien de partir de là et de faire le lien entre la fracture numérique et les inégalités sociales. J'ai aussi aimé, effectivement, de dire que équiper les enseignants, que équiper les établissements numériques, ça ne suffit pas et qu'il faut aussi ajouter la formation des enseignants. On a par exemple, l'exemple dans le film, c'est celui de l'enseignant qui fait une activité à ses élèves qui consiste à dessiner un rond avec une tablette.
et pour faire une sorte de brainstorming. Donc là, on est dans une activité où la tablette n'apporte aucune valeur ajoutée par rapport à une simple feuille et un stylo. Et donc, on est vraiment dans le cas où ça montre que nous, en tant qu'enseignants, on ne sait pas, on n'est pas formé pour développer les compétences numériques des élèves et qu'il ne suffit pas effectivement d'équiper les établissements pour arriver à ça. Après, effectivement, le film, il y a des choses avec lesquelles je ne serais pas tout à fait d'accord, à commencer par le fait de dire, à un moment donné, la voix off parle du rêve des écoles publiques et dit que le rêve des écoles publiques aujourd'hui, c'est d'avoir un ordinateur portable pour chaque enfant. Je crois qu'il y a peut-être aucun acteur de terrain qui va vous dire que son rêve, en tant qu'enseignant, c'est d'avoir un ordinateur portable pour chaque élève. Je pense que c'est plus la cerise sur le gâteau, on va dire. Et avant la cerise, il faudrait déjà avoir le gâteau. Et le gâteau, c'est quoi? C'est des infrastructures, c'est des effectifs par classe qui soient raisonnables, c'est des professeurs épanouis qui ont envie d'être là, qui sont protégés par un vrai statut. Voilà, c'est ça le gâteau. On parle aussi de pédagogie dans le film avec quelque chose qui m'a pas mal dérangé, c'est de dire que puisque aujourd'hui la connaissance est accessible directement via Internet, ça nous oblige, nous, à repenser un modèle qualifié de traditionnel pour quelque chose où on serait des coachs. Et moi, ce mot de coach m'a pas mal marqué parce que je ne suis pas du tout d'accord, évidemment, parce que voilà, je suis professeur et je pense que mes élèves ont vraiment besoin d'un humain plus que de Apple ou de Microsoft. Ils ont besoin d'un professeur et je pense que ça montre aussi les travers du numérique éducatif qui a tendance à prendre trop de place et qui parfois veut prendre notre place. Donc voilà, ça fait partie des choses qui me dérangent et que peut-être on va réaborder. Et puis aussi la solution qui est promue dans ce documentaire et qui consiste à dire qu'il faut créer des partenariats avec des entreprises privées. Ça aussi, je pense qu'il faut prendre beaucoup de précautions avec ça. On parle de multinationales dont les finalités sont très loin des nôtres en tant qu'institution. On est sur des valeurs émancipatrices, universalistes, on est sur le développement de l'esprit critique pour former des citoyens. Est-ce que ces multinationales sont là-dedans? Je ne pense pas du tout. Je pense que leur démarche en équipant des établissements, c'est plus de sensibiliser en fait à leur marque et d'influencer les esprits pour vendre, pour faire du profit. Et donc, nos démarches sont plus que différentes, je dirais opposées. Tout à fait. Mais alors du coup, si on imagine et on se donne le droit de rêver un petit peu, ce serait quoi ces compétences, Isabelle Collet? Qu'est-ce que les enseignants devraient d'abord eux-mêmes apprendre et puis ensuite pouvoir transmettre à des élèves, selon vous, aujourd'hui, pour les équiper justement du bon savoir et des bonnes compétences? Alors, il y a quelque chose qui me frappe avec cette histoire du numérique à l'école, qui est une très très vieille histoire. On a commencé dans les années 80. Il y avait déjà dans les années 80 le mythe que l'ordinateur allait remplacer les enseignants et les enseignantes. Quand on voit ce qu'était capable de faire l'ordinateur dans les années 80, c'est qu'on était vraiment dans un rêve techniciste. Quand on voit ce reportage, on n'est pas complètement sorti de ce rêve techniciste. C'est-à-dire, puisque la connaissance est accessible, il suffit aux élèves d'aller la chercher. La connaissance, dans un sens, elle a toujours été accessible. Elle était dans les bibliothèques. Il suffisait d'aller les chercher. Les bibliothèques n'ont pas remplacé les profs. Les livres de classe n'ont pas remplacé les profs. Les ordinateurs ne vont pas plus remplacer les profs. On n'est pas plus coach de bibliothèque qu'on est coach d'ordinateur. Mais ce mythe techniciste que la technique est bonne en soi et va nous permettre de progresser en soi, bon, visiblement, c'est pas mort. Avec, en parallèle, beaucoup de discours alarmistes sur les enfants sont addicts aux écrans. Et je n'ai pas dit que les enfants n'étaient pas addicts aux écrans, mais on a aussi des discours proches de la panique qui confondent usage problématique et addiction. C'est déjà pas tout à fait la même chose. Et il y a effectivement un paradoxe. Donc moi, je forme des enseignants et des enseignantes du primaire à l'Université de Genève. Et il y a quelque chose qui me frappe, c'est que ces enseignants et enseignantes qui ont 23, 24 ans, par exemple, me disent « les jeunes sont bien plus doués que nous, on est dépassés ».
discours que j'entends depuis que l'ordinateur arrive, c'est-à-dire, c'est comme si on était indéfiniment dépassé par des jeunes qui seraient spontanément et en permanence à la page. Alors effectivement, les applications changent beaucoup, c'est-à-dire maintenant sur Facebook, il n'y a plus que les quadras et les quinquas, on est bien d'accord. C'est pas non plus, ça n'a pas changé à ce point-là. Donc il y a cette idée chez les enseignants et les enseignantes que c'est pas leur domaine, c'est pas leur territoire, c'est celui des jeunes, et qu'ils risquent d'être mis en concurrence par des compétences qu'ils n'ont pas. Donc il est important, à mon sens, que les enseignants et les enseignantes puissent se réapproprier ce territoire. Et se le réapproprier pour en faire un vrai outil pédagogique. C'est-à-dire, je trouve qu'en ce moment, quand à l'école on aborde les questions du numérique, ça me fait le même effet que quand on parle de l'éducation à la sexualité. C'est-à-dire, on dit, c'est dangereux, méfiez-vous, faites pas trop. C'est à peu près ce qu'on dit pour l'éducation à la sexualité, et c'est complètement inentendable pour les jeunes. Parce qu'ils vous disent, ouais, mais ça a l'air super. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des dangers d'Internet. Bien sûr, le cyberharcèlement, ça existe. Les prédateurs en ligne, ça existe. Et la cyberaddiction aussi. Mais il faut aussi en parler de manière positive. C'est comme ça qu'on pourra être entendu. Par exemple, les réseaux sociaux, être youtubeur ou youtubeuse quand on est ado, ça peut être... On apprend des tas de choses en faisant ça. On peut faire des tutos sciences. C'est-à-dire on fait des expériences en classe et puis ça devient un tuto sciences. Pourquoi pas? On peut faire vraiment beaucoup de choses. Il faut former les enseignants et les enseignantes à comment tirer parti de manière intéressante du numérique. Les enseignants de primaire avec qui je discutais me disaient qu'une tablette par classe, ils trouvaient ça super. Okay. Une tablette par élève, oui, très ponctuellement peut-être, mais l'enjeu, c'est de garder l'attention. À un moment, dans le reportage, on dit dès qu'il y a du numérique, les élèves sont enthousiastes, ils aiment, ils sont impliqués, ils sont attentifs. Non, ils ne sont surtout pas attentifs. Hein. Enfin, dès qu'il y a Internet, ils ne sont plus attentifs. Il y a eu des expériences et des mesures qui ont été faites au Québec sur les tablettes en classe. Est-ce que ça permet de lire mieux, de lire moins bien, d'écrire mieux, d'écrire moins bien? Bon, en définitive, ça, c'est pas mieux, c'est pas pire. Et ce moment d'enthousiasme de l'attention des élèves, il est fugitif. Voilà. C'est la nouveauté qui crée l'attention. Une fois que la tablette devient finalement aussi rébarbatif que le livre scolaire, elle n'apporte plus rien. Donc, il faut former les enseignants et les enseignantes pour intégrer le numérique. C'est complètement faisable. Le numérique fera rien de magique, évidemment, en termes d'apprentissage auprès des élèves. Les enseignants, par contre, je pense qu'ils peuvent faire des trucs magiques, avec ou sans tablette. Oui, tout à fait. C'est finalement l'intégrer comme le numérique fait partie de nos vies. Donc, intégrons-le simplement. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà. L'école doit représenter, doit être un laboratoire de la vie. C'est ce qu'on disait dans l'éducation nouvelle. Puisque le numérique fait partie de la vie, il doit entrer à l'école de la même manière. Tout à fait. Je crois, Rachid, que vous aussi, vous étiez un petit peu allergique à ce terme du natif digital. Ouais. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à ce propos aussi par rapport à votre expérience de professeur? Moi, ça me parle beaucoup, ce que vient de dire Isabelle Collet par rapport à ce sont ces étudiants qui lui disent que les jeunes, les élèves sont plus avancés qu'eux-mêmes en matière de maîtrise de l'outil numérique. Alors moi, c'est quelque chose qu'on me racontait à la fac. On m'a fait lire un livre qui s'appelle Petite Poussette de Michel Serres quand j'étais à l'ESP. L'ESP, c'est la fac pour les profs en France. Et dans ce livre, Michel Serres raconte que la génération qui arrive, c'est une génération mutante. C'est le terme qu'il utilise. C'est une génération, il appelle ça petite poussette parce que les jeunes auraient tous, soi-disant, un smartphone au bout des mains. Et dans ce smartphone, il y a l'accès à toute la connaissance. Et justement, on retrouve là encore cette injonction à changer nos pratiques pédagogiques pour nous adapter à cette évolution de la société. Donc moi j'y ai cru à ce mythe, donc il ne prononce pas le mythe du digital native, mais on y est, c'est-à-dire que les jeunes auraient des compétences innées en matière de numérique et qu'ils sauraient déjà tout faire et que nous on doit s'adapter à ce savoir-faire et le valoriser. Je suis arrivé avec ça, sur le terrain, avec des élèves, j'étais avec des élèves qui étaient en décrochage scolaire, ce qu'on appelle la SECPA en France, et je me suis rendu compte que effectivement, ils avaient pour beaucoup un smartphone au bout des mains. C'est vrai, des smartphones bien meilleurs que les miens, même si on était dans des quartiers assez défavorisés. Cela dit, ils n'avaient pas du tout les compétences qu'on leur prêtait.
C'est-à-dire que, d'accord, ils passent leur temps à jouer à Fortnite, d'accord, ils communiquent via Snapchat, il y a de la communication, il y a du loisir, mais quand j'ai essayé pas de transformer, mais d'utiliser ça dans un usage qui éducatif, après certains me diront que Snapchat c'est tout aussi éducatif, mais je veux dire un usage qui moi me permet d'arriver aux compétences que je veux travailler. Là, j'avais affaire à des élèves qui ne savaient pas faire un point avec un clavier, par exemple, ou qui ne savaient pas ce que c'était un navigateur. Donc, ce mythe du digital native, pour moi, il est dangereux parce que il cache une réalité, il cache un fléau qui est qui est notre sujet du jour, qui est l'électronisme ou l'illettrisme numérique. Et je pense que c'est une grande erreur de croire que les jeunes générations ou les générations futures auraient déjà cette capacité, ces compétences-là. Parce qu'on est en train de croire qu'ils sont prêts pour plus de numérique, pour plus de dématérialisation, alors que ce qu'on est en train de faire, c'est élargir le domaine de l'exclusion sociale, parce qu'il y a des jeunes qui, demain, ne sauront pas du tout demander leur permis ou leur titre de séjour en utilisant l'outil informatique. Donc en fait, si je vous suis bien, justement, c'est un peu la question de quelles compétences qui peuvent être favorables à l'acquisition de compétences scolaires finalement. Qu'est-ce que les élèves, alors pour bien dotés scolairement, bien dotés socialement, savent que les jeunes que vous accompagnez ne savent pas? Alors, je pense qu'il y a plusieurs types de compétences. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des sociologues qui parlent de plusieurs degrés de fracture. Je pense que tout à l'heure, avec Isabelle Collet, on parlera de la fracture numérique de second degré. Il y a aujourd'hui des sociologues qui vont plus loin avec premier degré, troisième degré, quatrième degré. Le premier degré étant juste l'accès. L'accès à l'outil informatique, à l'outil numérique, qui est quand même en passe d'être résolu, même s'il reste des zones blanches en France, mais voilà, aujourd'hui en France, 98% des 12 à 17 ans ont accès au numérique. Le deuxième, ça va être l'usage qu'en font les jeunes. Et là, il va y avoir une grande différence entre des populations qui sont plutôt aisées et qui savent profiter, on va dire, de l'outil numérique pour accroître leur capital culturel, et puis des populations plus défavorisées qui vont utiliser ça pour des loisirs, pour de la communication. Après, quelles compétences séparent ces deux fractures? Je dirais que c'est des compétences qui sont très larges, et même moi, en tant que professeur, parfois, j'ai du mal à voir combien c'est large, parce que ça va au-delà de la simple utilisation d'un certain logiciel. La navigation sur Internet, c'est aussi se protéger. Se protéger contre les fausses informations, se protéger contre tout ce qui peut être virus, etc. C'est aussi avoir un comportement éthique, ne pas céder au cyberharcèlement, à ce genre de choses. Donc les compétences sont extrêmement larges, et je crois que moi-même, qui suis sensibilisé à ces questions-là, voilà, j'ai du mal à voir l'étendue du travail qu'il y a à faire. Quand je réalise, voilà, il y a énormément de choses à faire, et on n'a pas vraiment de didactique du numérique. On sait comment travailler les mathématiques, on sait comment développer les compétences en français. Et aujourd'hui, je ne me sens pas capable de développer des compétences liées au numérique. J'essaye de travailler par exemple sur les fake news, sur comment se protéger face aux fausses informations qui peuvent circuler sur YouTube, sur Snapchat. Et voilà, j'essaye, je tâtonne, mais je rencontre beaucoup de difficultés et je trouve peu de ressources. Ouais. Donc il y a ces compétences un peu justement scolaires, administratives, puis en même temps cette manière aussi de savoir-faire social, presque, de comment on se présente, comment on gère son image publique, ces questions-là. Alors, je voudrais rebondir sur ce que dit Rachid. Cette année à Lille, je suis allée à un colloque qui s'appelle DidaPro. C'était le 8e du genre. Et je me dis, quel dommage qu'il n'y ait pas un pipeline qui relie les écoles avec DidaPro, parce que ça, c'était le sujet du congrès. Ça a été beaucoup discuté. Il y avait pour le coup l'inspecteur général du numérique qui va développer la nouvelle option informatique au lycée qui était là. Mais on sent bien qu'entre ce qui s'est dit à DidaPro et les instits qui vont être en classe, je ne sais pas à quelle vitesse l'info va circuler. Et c'est pour ça qu'on parlait de formation d'enseignants. La compétence, elle est quelque part, enfin, elle n'est pas très très loin. Tant qu'on ne forme pas les enseignants en formation initiale,
Et le continu, ce serait pas mal. Mais déjà en formation initiale, malheureusement, on en restera à tâtonner au jour le jour avec des élèves qui ont des niveaux extrêmement disparates. Tout à fait. Merci. Et justement, par rapport à cette question du genre, alors peut-être qui n'est pas tellement traité dans le film, mais qui est essentiel aussi d'en parler, si on veut parler de fracture et d'inégalité sociale, qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à ça? Alors, sur l'usage, il n'y a pas de fracture en termes de genre. Filles et garçons utilisent le numérique, pas pour les mêmes usages. Voilà, il y a moins de filles sur Fortnite. Et il y a plus de filles qui secouent des poulets ou qui échangent des joyaux, ou des bonbons. Ça, on est bien d'accord, mais l'usage, il n'y a pas de fracture en termes d'usage. Les filles jouent entre 15 et 25 ans, il y a même plus de joueuses que de joueurs. Certes, pas au même jeu, on est bien d'accord. Par contre, en termes de maîtrise du numérique, alors là, ça s'effondre. C'est-à-dire qu'en informatique, actuellement, en Europe, sur vraiment les métiers tech, on est entre 12 et 15%. Donc, c'est vraiment microscopique la part des femmes. Et en plus, plus on va dans les métiers prestigieux en informatique, la cybersécurité, l'IA, le big data, plus le pourcentage est petit. Bon. Rien de neuf sous le soleil en la matière. Chaque fois qu'un champ de savoir prend de l'importance dans le monde social, il se masculinise. Et l'informatique a fonctionné de la même manière. Et là aussi, c'est important de former les enseignants et les enseignantes à cette question. Il y a de plus en plus d'activités de code à l'école, de robots à l'école pour initier les jeunes. Super, très bien, pourquoi pas. Alors là encore, c'est vieux. Dans les années 80, il y avait les tortues Logo. Aujourd'hui, on continue à programmer des objets. Ça, c'est rien de neuf pédagogiquement parlant. Je suis allée une fois écouter un compte-rendu d'expérience au primaire où les chercheurs et les enseignants et enseignantes avaient comme ça des petits robots que les élèves programmaient. C'était pour des classes 7-8 ans et il fallait que les robots fassent des parcours. Ils avaient deux types de robots, des petites voitures et des coccinelles. Alors évidemment, les garçons se sont jetés sur les voitures, les filles ont pris les coccinelles, mais on nous a dit on était parfaitement satisfaites, ce qui est complètement possible par ailleurs, et tout s'est très bien passé, et on nous relate l'expérience comme étant un grand succès. Donc moi je lève la main en disant, en termes de compétences, j'ai pas de souci, mais en termes de rapport au savoir, est-ce que filles et garçons ont eu le même rapport au savoir en informatique? Et on me dit, mais bien sûr, tout le monde a réussi. Je dis, non mais, en termes de compétences, je suis d'accord. Et alors là, quelqu'un me dit, mais oui, mais les filles, pour ne pas être embêtées par les garçons, elles sont allées à part avec leur coccinelle, elles ont programmé en autonomie, elles ont réussi. Bon, quand j'entends ça, je constate qu'elles n'ont pas construit le même rapport au savoir. C'est évident. Elles ont compris que si elles voulaient avoir la paix, il fallait qu'elles se mettent à l'écart, que les garçons avaient toute la place pour faire la démonstration de leurs compétences informatiques, qu'ils étaient au centre. En autonomie, ça veut dire toute seule. Et à la fin, quand on fait le bilan, certes, on remarque uniquement si la tâche est réussie, mais il s'est passé un vécu extrêmement différent pour les garçons et les filles. Les enseignants et enseignantes qui ont mis ça en place ne l'ont pas vu, mais ils ne l'ont pas vu parce qu'ils n'étaient pas formés aux questions genre. Voilà. Ouais, donc, si on met en place de l'informatique, du code à l'école, sans former les enseignants préalablement à ces questions genre, ils vont reproduire ce qu'ils font en maths, en français, etc. Bien sûr, préalablement, il faut les former et pas qu'au numérique, pour le coup. Tout à fait. Merci. Donc on revient à ces questions effectivement de socialisation, d'inégalité sociale, où c'est pas les techniques qui vont nous sauver la mise, ni dans un cas, ni dans l'autre. Et Rachid, est-ce que vous avez aussi des pistes un peu justement de, je ne sais pas si j'ose dire solution, mais en tout cas de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire un peu cette question de la fracture, voire de l'illettrisme numérique? Mais des solutions, il y en a beaucoup qui sont proposées sur la table. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Je pense qu'on prend de plus en plus compte de l'ampleur de ce phénomène. On sait que ça va mettre de plus en plus de gens dans une situation d'exclusion sociale. Donc forcément, les personnes qui sont en train d'aller vers la dématérialisation, elles ont ça en tête, même si elles n'ont pas vraiment réfléchi à des solutions. Donc on peut parler, je ne sais pas, par exemple en Belgique, il y a des labels espaces numériques qui ont fleuri depuis l'année 2005, je crois.
Et ce sont des espaces où les gens vont pouvoir aller s'initier aux techniques de l'information et de la communication, où elles vont pouvoir développer un petit peu leurs compétences en étant accompagnés par un public qui est formé pour ça. On peut parler bien sûr du rôle que l'école doit assumer en matière d'éducation au numérique, avec toutes les problématiques qu'il y a derrière. On peut parler aussi de partenariat avec le tissu associatif. Par exemple, en France, on a les Petits Frères des Pauvres qui travaillent énormément sur cette question. Je crois qu'ils sont très présents en Suisse aussi. Euh, mais je crois qu'au fond, il y a vraiment deux grandes pistes à envisager face à la fracture numérique qui est aujourd'hui accélérée par la dématérialisation. Parce qu'en France, par exemple, d'ici 2022, on va avoir pratiquement tous les services publics qui seront dématérialisés, que ce soit pour demander une bourse pour son enfant, que ce soit pour demander son permis, que ce soit pour demander une carte d'identité. Aujourd'hui, on est sur une période de transition où on peut faire les deux. On peut aller en préfecture ou alors on peut aller sur Internet. À partir de 2022, ça ne sera plus le cas pour des questions, bien sûr, d'économie. Donc, après avoir réalisé ça, on va dire que soit on se dit on fonce et d'ici 2022, on aura répondu à ces problématiques-là grâce à la pédagogie, grâce au tissu associatif, etc. Soit on freine. En fait, on freine la dématérialisation, on freine l'emprise du numérique sur nos vies et on prend le temps. Et je crois que la réponse à cette question, elle doit vraiment être adaptée à la situation sociale, au contexte du pays dans lequel on vit. Moi, aujourd'hui, en France, je pense qu'il est nécessaire de freiner. Il est nécessaire de freiner parce que je ne fais pas confiance, en fait, à ce gouvernement pour prendre les mesures, pour réaliser une dématérialisation heureuse. Parce que je pense qu'il existe une dématérialisation heureuse. Si on crée des espaces où les gens vont aller échanger pour s'entraider, pour demander telle ou telle pièce d'identité, pourquoi pas? Mais on ne va pas vers ça. On ne va pas vers ça parce que le numérique est aujourd'hui en train de justifier des choses liées à l'économie, à faire des économies tout le temps. Et je crois que quand c'est ça la motivation qui est derrière, quand c'est ça et pas plus de confort, quand c'est ça et pas plus d'inclusion, je crois que ça ne peut pas bien se passer. Donc voilà, ma solution concrètement, c'est plus de freiner qu'autre chose. C'est ça. Donc en fait, finalement, on est un peu dans cette question des usages qu'en soi, la technologie, elle peut être, elle peut être bien ou mal employée, mais c'est toujours se poser la question, en fait, comment est-ce qu'elle est employée, si c'est pour reproduire justement des inégalités ou pour les dépasser, parce que finalement, les deux sont possibles, si je vous suis bien. Alors peut-être une dernière question pour vous, Isabelle, avant de pouvoir passer aussi la parole aux internautes qui peut-être auront des questions à nous poser. Finalement, cette question de notre discussion du jour, l'illettrisme numérique, est-ce que c'est une atteinte aux droits humains, selon vous? Alors, c'est une atteinte aux droits humains au sens où l'Union européenne et la France, d'ailleurs, ont estimé, pour le coup, c'est le Conseil de l'Europe, que c'était un droit fondamental des citoyens d'Europe, avec la liberté d'expression et avec le droit à l'éducation et à la culture. De fait, il y a moyen de voir une quantité de films bien moins cher que ça ne l'était il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. Et il y a moyen d'avoir accès à une quantité de livres. Alors, il faut savoir où les trouver, il faut savoir comment en faire, mais il y a un vrai accès à la culture qui, en soi, pourrait être considéré comme beaucoup plus démocratisé parce que bien plus de gens peuvent avoir accès à quantité d'informations. Et puis, de toute façon, sur les réseaux sociaux, il est certain qu'il y a eu des révolutions récentes qui se sont produites grâce aux réseaux sociaux. MeToo, en particulier, n'aurait jamais explosé comme il a explosé sans les réseaux sociaux, c'est très clair. Donc oui, ça devient un droit fondamental de l'humanité et cet accès au numérique est donc un droit fondamental. Rachid, vous êtes d'accord ? Tout à fait. D'ailleurs, moi, je voudrais rebondir sur cette question de comment la fracture numérique on va dire, est un frein aux droits humains et sur cette question des révolutions. Il y a les travaux d'une sociologue qui s'appelle Jen Shreji qui m'ont beaucoup marqué. Elle a écrit une thèse qui s'appelle The Big Data is Too Small.
C'est un titre un peu provocateur parce que les big data, c'est évidemment quelque chose d'énormissime. Et Is Too Small, on se demande un peu pourquoi. Et en fait, elle explique qu'il y a un gap de production sur Internet. C'est-à-dire que les différentes populations ne produisent pas de la même manière. Pour aboutir à cette conclusion, elle a été en Caroline du Nord, une région qui était dévastée par la désindustrialisation. Elle a recueilli 60 000 tweets. 60 000 tweets politiques qui parlent de cette question de désindustrialisation. Et sur ces 60 000, il y en avait un seul, donc statistiquement quasiment rien en fait, qui était émis par un véritable ouvrier, qui était lui-même concerné par cette question de désindustrialisation. Donc ça montre vraiment combien la fracture numérique n'est pas juste, ne crée pas juste des inégalités à l'emploi qui sont évidentes, des inégalités scolaires, parce qu'on demande de plus en plus des compétences là-dessus, mais il y a aussi des inégalités en matière de participation à la vie démocratique. Là, cet exemple de tweet, il est parlant. Et si on regarde, par exemple, il y a un documentaire sur les coulisses du New York Times, où on voit que les journalistes, pour se servir, pour trouver des sujets, en fait, ou pour évaluer si un article a été intéressant ou pas, ils se basent sur le nombre de partages, sur le nombre de likes. Et même pour puiser les sujets, ils vont aller sur Twitter et voir ce qui fait déjà parler et en faire des articles. Quand on fait ça, je crois qu'on n'écoute pas toute une population qui ne participe pas au débat sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une population dont on se fiche de la vie, qui reste vraiment sur le bord de la route, qu'on n'écoute pas. Et je crois que aussi politiquement, on a des décideurs politiques qui tâtent le pouls de la société en étant très actifs sur Twitter et qui pensent pouvoir savoir ce que pense la société en allant uniquement sur les réseaux sociaux. Je pense que ça doit être fait avec vraiment beaucoup de précautions parce qu'il faut savoir que voilà, les réseaux sociaux et Twitter sur lequel moi-même je suis très actif, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la société. Donc voilà, les travaux de James Redi, c'était en 2018. Entre-temps, il y a eu les Gilets jaunes. Et pendant la période des Gilets jaunes, en France, il y a eu beaucoup de participation sur Facebook. Il y a des événements qui ont été créés, il y a énormément de choses qui se sont passées sur Facebook. Des populations qui se sont appropriées l'outil numérique, qui se sont appropriées Facebook pour échanger sur des enjeux sociaux, pour des enjeux démocratiques, avec la mise en place, par exemple, du RIC qui était demandé sur des groupes Facebook. Et moi, je me demande si cet épisode des Gilets jaunes et de l'appropriation de l'outil numérique par ces populations-là, est-ce que c'est une exception? Parce que finalement, ça va à l'encontre de ce que dit James Redi. Est-ce que c'est une exception ou est-ce qu'on est vraiment à un tournant où on va avoir toute la population en fait, qui se saisit des réseaux sociaux et de la vie démocratique qui peut naître sur les réseaux sociaux? Bah, espérons. Est-ce que Cynthia, est-ce qu'on a des questions parce que qui nous viendraient de la sphère numérique, hein, pour le coup? Alors, bon, il y a certaines questions auxquelles on a déjà quand même partiellement répondu. Hein. En quoi la dématérialisation des services publics peut-elle exclure, hein, ça, je crois qu'on en a parlé. Je ne sais pas si... Je crois que voilà, après, ça c'était abordé. On peut aussi donner, peut-être qu'on n'a pas donné assez d'exemples concrets, mais moi, voilà, concrètement, j'ai des parents d'élèves qui viennent me voir, qui ne savent pas comment demander la bourse à leurs enfants parce que ça ne se fait plus avec les papiers, ça se fait uniquement maintenant avec Internet et avec l'ordinateur. Et c'est vraiment une question qui même quand on ne se pose pas cette question de la fracture numérique, ça finit par nous éclater dessus. Moi, je rencontre des gens qui vraiment m'interpellent dans la rue parce qu'ils se disent, lui, il est jeune, il doit s'y connaître en téléphone, etc. Et je vous assure que ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques jours. J'étais dans la boulangerie où je vais tout le temps et il y a une personne, pour le coup, âgée, qui m'a demandé des informations sur une tablette qu'elle comptait acheter et qui pensait qu'elle allait avoir tout un tas de services grâce à cette tablette. Et je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas la connexion Internet, par exemple, fournie avec la tablette, qu'il fallait qu'elle aille chez un fournisseur. Donc même ça, même chez qui aller se servir, chez qui trouver l'information, ce sont des informations effectivement qui manquent.
Et cette personne-là, si elle n'est pas équipée, et elle n'était pas équipée en Internet, comment est-ce qu'elle va pouvoir assumer des tâches administratives qui seront obligatoires en 2022? Il n'y aura aucun autre moyen de faire ça. Donc voilà, c'est de plus en plus évident, sans parler des conséquences sur la scolarité, parce qu'aujourd'hui, arrivé en troisième, on demande aux élèves de faire un PowerPoint pour présenter tel ou tel sujet. Et on va avoir une inégalité scolaire là-dessus, parce qu'il y a des élèves qui sont dotés d'un capital numérique et qui peuvent profiter de l'aide intergénérationnelle, aller demander un parent, un frère, une sœur. Il y a des populations qui, du coup, n'ont personne à qui demander ça et qui n'ont pas ce capital numérique. Et donc, ça va peser sur leur scolarité. Voilà, il y a énormément d'exemples comme ça qui montrent quelle peut être la gravité de la chose. Il y a une autre question qui demande quelle méthode pour lutter contre les fake news. Alors là, Le cerveau. Alors ça, c'est un truc, ça marche super bien. Alors, toute blague à part, les fake news, ça a toujours plus ou moins existé. Simplement, là, ça peut devenir de plus en plus sophistiqué. Ça peut devenir à ce point sophistiqué, tel qu'on appelle le deepfake. On n'est même plus capable de reconnaître une vidéo réelle d'une vidéo trafiquée. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on peut se dire, le fait que je vois la vidéo, le fait que je vois une image, n'est une preuve de rien. Alors, ça repose la question de, finalement, c'est quoi une preuve et comment on peut être sûr qu'une chose est avérée. Néanmoins, le cerveau, ça reste un outil quand même assez efficace pour détecter les fake news. Au début de mes cours de bachelor, je commence par faire un cours d'autodéfense intellectuelle. Alors, l'autodéfense intellectuelle, c'est une formule qui a été popularisée par le philosophe québécois Baillargeon, mais qui nous vient de Noam Chomsky. Il y a aussi des cercles zététiques qui revendiquent l'autodéfense intellectuelle, c'est-à-dire reconnaître des processus, des discours intrinsèquement trompeurs, c'est-à-dire où on tente de vous faire croire qu'une corrélation, c'est-à-dire que deux phénomènes qui fonctionnent ensemble, en fait, ça veut nécessairement dire que l'un entraîne l'autre, des fausses assertions, voilà, ça s'apprend. Et Chomsky, il dit qu'un système éducatif digne de ce nom devrait fournir des cours d'autodéfense intellectuelle, et je suis assez d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut douter de tout, ou que rien n'est vrai, ou qu'on peut se fier à rien. Ça ne veut pas du tout dire ça, mais ça veut simplement dire que ce soit écrit dans un dictionnaire ou sur Internet, pour le coup, on peut se poser la question sur ce qu'il y a derrière. Moi, je prends le dictionnaire exprès parce que tous les ans, je travaille aussi sur le sexisme dans les définitions du dictionnaire. Oui. On pourrait se dire le dictionnaire, c'est neutre, c'est une espèce de référence. Non, les définitions sont biaisées, intrinsèquement sexistes, et pour le coup, des dictionnaires en ligne, dont des wikidictionnaires, le sont beaucoup moins. Ça fait aussi relativiser sur où sont les fake news, où sont les présuppositions. On doute plus d'Internet que des livres. Bon, pour tout ça, ça s'apprend. L'esprit critique, ça s'apprend, et ça devrait s'enseigner. Il y a une autre question, une troisième et dernière question, justement. Je peux revenir pardon. Je voudrais compléter ce que vient de dire Isabelle Collet, parce que c'est une question qui m'intéresse particulièrement, celle des fake news, parce que moi, c'est une difficulté que j'ai rencontrée dans le cadre de mon travail, et j'ai essayé de répondre à ça. Et j'invite, pour compléter, la personne qui a posé cette question à aller voir un article qui a été écrit sur le site de l'IFE par Laurence Corba. Et je trouve que elle explique qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question de comment lutter contre les fake news, parce qu'elle explique que déjà, avec l'arrivée des médias de masse depuis les années 40, en fait, il y a 3 grandes approches qui ont été émises pour répondre à cette question de l'information. Et donc, il y a une approche qui est plutôt protectionniste, qui a été développée dans l'école de Francfort, et qui consiste à dire qu'il faut couper les ponts avec cette autoroute de l'information, avec le fait que les informations arrivent tout le temps, donc on ne regarde pas Internet. Ça consiste à dire à un élève, arrête de regarder les informations sur Snapchat, arrête de regarder Internet, fie-toi des médias plus traditionnels à la limite. Une deuxième solution, ça va être une approche un peu plus critique. Ça va être inviter ces médias-là, consulter un article ensemble, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut se poser comme question, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexe d'autodéfense intellectuelle pour le coup, pour se protéger contre ça. Et puis, il y a une troisième approche qui consiste vraiment à se mettre dans la peau d'un journaliste pour montrer
comment se produit l'information. De retracer vraiment le chemin de où naît l'information, par quel canal est-ce qu'elle va passer. Et certains défendent l'idée que c'est en suivant ce chemin du journaliste qu'on arrive à finalement se construire une autodéfense. Moi, c'est plutôt ça que j'ai choisi pour travailler sur cette question des fake news. J'ai travaillé déjà sur qu'est-ce qu'une news, comment elle naît, comment elle se transmet, qu'est-ce qu'un média. J'ai aussi invité un journaliste à venir en parler aux élèves. Et je dois dire que même si ça n'a pas été révolutionnaire, je veux dire, c'est pas après une séquence de, on va dire, 12 séances que les élèves vont sortir de là en sachant vraiment démêler le vrai du faux, chose que même nous, on ne sait pas faire d'ailleurs. Mhm. Mais je crois que c'est comme ça qu'on peut y arriver, c'est-à-dire par petites touches, en étant ambitieux, mais quand même humble, en se disant que c'est une tâche tellement énorme, même les adultes n'y arrivent pas. Mais voilà, c'est un peu à la manière du sculpteur, on va dire. On fait le gros du travail, et puis on se dit que d'année en année, on va aiguiser ça. Mm. Et j'aimerais aussi ajouter que c'est une question qui est très interdisciplinaire parce qu'on parle des fake news depuis quelques temps, mais l'histoire, là, je veux dire l'histoire en tant que discipline scientifique est aussi faite pour ça. Mhm. Elle est aussi faite pour apprendre aux élèves à questionner les sources, d'où l'intérêt de ne pas réduire l'histoire à un simple récit national, à raconter qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, à tel moment, à tel moment, mais en faire vraiment une discipline scientifique qui aide du coup des compétences qu'on peut remobiliser devant un article sur Internet. Mm. Après, bien sûr, ça ne suffit pas parce que il y a aussi une personne aux États-Unis qui a travaillé sur ça et qui explique que aujourd'hui, on donnerait, on va dire, un moteur de recherche à un historien avec un pédigré incroyable, qui sait très bien travailler sur des sources, sur des archives, et lui-même, il serait perdu devant ce flot d'informations. Donc, ça ne suffit pas de dire que ça se réduit à de l'interdisciplinarité, qu'on va y arriver en apprenant aux élèves à juste lire, écrire, compter et faire de l'histoire. Il y a aussi des compétences spécifiques au numérique qu'il s'agit d'apprendre pour affronter cette question des fake news. Ouais, c'est vraiment cette question de nouveau un peu des clés de lecture, hein, parce que c'est, comme vous disiez, on peut avoir accès à une multitude de savoirs, mais tant qu'on ne sait pas se les approprier, les lire, les comprendre, on n'avance pas peut-être autant qu'il faudrait. Il y a aussi cette question de tout ce qui est repérer les démarches commerciales. Moi, je pense que ça, c'est ce que j'observe moi aussi sur mes terrains où il y a, avant, la publicité s'annonçait quand même, notamment à la télévision, alors que là, avec toutes ces démarches de placement de produits, c'est très difficile des fois de repérer où est la démarche commerciale dans des contenus qui circulent en ligne. Et puis même dans les équipements, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi à travers le documentaire, quand ce sont Oui. des entreprises privées qui fournissent les équipements aux élèves, on peut se demander effectivement quelles sont leurs finalités. Et d'ailleurs, cette partie-là du documentaire, ça m'a rappelé un épisode, ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça a rappelé un épisode de la série The Office US, donc avec Steve Carell. Et en fait, c'est un épisode assez génial où le patron d'une entreprise, qui est incarné par Steve Carell, en fait, on apprend qu'il avait des années auparavant, une dizaine d'années auparavant, il avait promis à toute une classe d'âge dans un établissement défavorisé, il leur avait dit que si ils parvenaient tous à être diplômés, il allait financer le reste de leurs études. Et en fait, il se passe plusieurs années, une dizaine d'années après, et cet établissement l'appelle et ils lui disent, ben, en fait, ils ont tous réussi leur diplôme, donc il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent à fournir. Et lui, il n'a pas cet argent. Et donc, il en parle à ce secrétaire, elle lui dit, mais il faut aller leur dire la vérité à ces gamins, tu ne peux pas faire ça. Et ce qu'il choisit de faire, c'est d'y aller. Et là, il y a un accueil formidable qui est réalisé pour lui, des chansons de rap, etc. Et il y va, il leur avoue qu'il ne peut pas payer leurs études, en fait, mais qu'il leur avait apporté des tablettes. Et voilà, c'est un peu, je trouve que ça illustre un peu c'est ce numérique washing qu'on peut avoir dans certains établissements où on est super fourni en numérique, en tablette, mais où les murs contiennent de l'amiante. Ouais. Bon, est-ce que vous aimeriez ajouter encore quelque chose? On arrive gentiment au temps qui nous est imparti. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour vos réponses. On espère avoir apporté quelques réponses, solutions, ou en tout cas pistes de réflexion à nos internautes. Et on vous remercie aussi, les internautes, d'avoir été présents numériquement.